J'avais 11 ans et aujourd'hui, 32 ans, pour moi c'est comme hier. On n'a pas vu le temps passer. Ce matin, j'habite à Lyon. Ce matin, j'allais prendre le train pour venir. Et je me suis posé la question. Alors oui, une amie m'a demandé si je pouvais témoigner. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? J'ai pris un café à la gare en attendant mon TGV et je l'ai renversé sur ma chemise. Je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que je vais dire? Donc, on n'a pas de mots, on ne trouve pas de phrases pour dire ce qui est vraiment ce qui nous est arrivé. En même temps, on était prévenus. On a vu ce génocide venir. Quand j'avais environ 5 ans, on faisait encore des soirées culturelles chez moi. Et pendant ces soirées culturelles, on parlait du passé, comment les Rwandais vivaient ensemble, comment ils se battaient ensemble, comment le Rwanda, qui était un jour petit, a grandi jusqu'au Rwanda que nous n'avons plus aujourd'hui. Donc on racontait d'un grand pays. Et je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler qu'un jour, qu'on serait exterminé. Mon père avec ses amis, racontait ce qui s'est passé. Ils ont parlé des années 1930, 1931, qui avait un jeune administrateur belge et qui a, donc c'était dans les mêmes contextes de soirée, et qui s'est fâché et qui a dit, mais vous savez, nous avons une mission de vous exterminer, vous de Tutsis. La soirée a continué. Et plus tard, on faisait la poésie. Et j'ai sorti mon poème. J'ai dit Ndinganzangabo mu rw'amahina cyane cyane y'ingamba zimisha imituku. Et j'avais 5 ans. Ils sont étonnés et mon père m'a offert une vache. C'est la première vache que j'ai eue. Donc, si ces vaches existaient jusqu'à aujourd'hui, je serais vraiment un vrai Tutsi aussi. Parce que être Tutsi, c'était avoir beaucoup de vaches, à partir normalement de 11 vaches. En 90, j'étais à l'école primaire. Nos enseignants, ils ne nous appelaient pas par nos... tous les matins, il y avait des appels, mais on ne nous appelait pas par nos noms et prénoms. On disait les Tutsis, levez-vous. Les Hutus, levez-vous. Les Trois, et les naturalisés aussi. On se levait, on n'était pas nombreux, on était 2, 3 dans ma classe. Et on trouvait que c'était... On avait la honte, en fait, d'être pas nombreux comme les autres. Plus tard, on a vu que ça changeait petit à petit,
que les enseignants nous tabassaient quand on n'a rien fait. On disait oui, c'est des cafards, c'est des serpents. Donc, ils ont commencé à nous déshumaniser. Si dans mon accent, au lieu de L, je dis R, ne vous étonnez pas. Je pense que c'est ça la beauté de la langue française, et on a des accents différents. Et au Rwanda, le L et le R, souvent, c'est presque pareil. Donc, j'en suis désolé. Et au Rwanda, on se disait, enfin, on a grandi dans un pays, on croyait un grand pays, et un bon pays, mais petit à petit qui se transformait en catastrophe. Donc, étant jeune, tu as 7 ans, mais on commence à te taper juste parce que tu es tout petit. Vers des années 1991 et 12, nos parents passaient souvent leur temps en prison parce qu'ils étaient tout petits. Et en 1993, mon père qui était en prison de Tiangougou, donc en ce moment on habitait dans un district de Rusizi aujourd'hui. C'est là où il y a le lac Kivu et la rivière de Rusizi. Son petit frère est mort en prison, il s'appelait Jean. Et on a laissé mon père venir, et les autres, les hommes et les femmes de ma famille qui étaient en prison ne sont pas venus, mais mon père l'a laissé sortir pour venir enterrer son frère. Normalement, on n'invitait pas les enfants au cimetière, mais ce jour-là, on nous a invités. Tout le monde, les enfants, tout le monde était là. Et je me souviens, mon père qui a dit, vous savez, par rapport à ce que nous sommes en train de subir en prison, et l'information qui est là, ce que vous connaissez, c'est que mon frère a eu la chance de mourir tôt parce que la famille est là pour l'accompagner. Et il a dit, nous, on n'aura pas la chance d'être accompagnés comme lui. Bon, je n'ai pas tout compris. Je pense que pour les enfants, on ne comprenait pas comment on ne va pas avoir la chance d'être enterré, d'être accompagné par la famille. Donc, voilà, un petit peu pour vous dire qu'on a connu d'abord cette déshumanisation avant ce génocide proprement dit de 1994. Et c'est comme on vivait sous la peine de mort. On attendait juste la date. Quand on ne jouait pas sur les jeux vidéo ou les squishies comme les enfants d'aujourd'hui. On jouait au foot et aussi on avait trop jeune appris à se battre avec des flèches. On arrivait à fabriquer nos armes pour jouer. On se tirait dessus. Et je vous dis la vérité, j'étais parmi les meilleurs. Bon, peut-être que vous ne pouvez pas me croire. Mais j'étais parmi les meilleurs. Je ne ratais pas mes cibles. Tout ça parce que nos grands frères, nos cousins s'entraînaient toujours pour se battre le jour où ils seront attaqués. Et donc, chez nous, jusqu'en 1994, il y avait toujours des attaques la nuit.
il tuait les gens et il disait que c'était des bandits, alors que les bandits qui ciblaient que les familles Tutsi. Et la nuit, souvent on dormait dehors, dans les champs de bananiers. Et le lendemain, on allait à l'école comme l'hier est passé. Souvent sous la pluie, parce qu'au Rwanda, il y a des grosses pluies, ce qui connaissent un peu le Rwanda. Des grosses pluies. On dormait dehors, on n'était pas équipés de tentes donc il n'y avait pas de confort, on n'était pas couverts pour dormir dehors déjà. On ne savait pas à quelle heure on y va, à quelle heure on entre. Et je pense qu'on a passé presque 2, 3 ans souvent à dormir dehors. Je me souviens un jour, on est allé manger et une petite cousine qui nous a dit, on mangeait tous ensemble, les enfants, et elle a dit, moi, j'arrive pas à manger. Comment ça, t'arrives pas à manger? Elle a dit, oui, c'est à cause des Interahamwe, hein, les milices. Je ne comprends pas comment elle n'arrive même pas à manger parce que c'est à cause des milices. Donc, il y avait la peur, il y avait des angoisses chez les enfants. Donc, en 1994, donc, le génocide proprement dit arrive et on dit, oui, il y a l'avion de Habyarimana qui s'est fait abattu et que c'est le moment de tuer tous les Tutsis. Donc, les massacres avaient commencé. J'avais mes 2 grands frères qui étaient à Kigali, dans la maison familiale. Mon frère qui travaillait pour le ministère de l'Intérieur et l'autre qui était enseignant. Mon père qui est allé passer un coup de fil pour demander comment ça se passait. Il a appris qu'ils étaient déjà morts, les 2. Et qui a dit, bah, écoutez, on va rester là-bas, on va se battre, on ne va pas fuir. Jusqu'à 13, on avait une famille soudée et les milices avaient peur de notre famille. Ils n'ont pas pu attaquer directement. En ce moment, le 13, il y a un cousin lointain qui est venu, je pense que c'était un mercredi, c'était le jour du marché, et qui a dit, vous savez, il y avait des Burundais, de Frodebo, qui avaient vu le Burundi, qui s'étaient installés dans la zone donc, de cette région maintenant de l'est du Rwanda, Kibuye, Tchangouvé, là-bas. Il a dit, il y a des Burundais et les Rwandais qui se sont mis ensemble, ils ont commencé à tuer. Il y a un ami à mon père qui était professeur, Rousseta, si je me souviens de son nom. On l'a attrapé au marché, ils l'ont coupé la tête et les milices ont vraiment sorti son cœur et ils l'ont mangé sur le marché. Ils ont dit, ça c'est un exemple, tuer tout le monde et manger leur cœur, ça va vous empêcher d'avoir peur. Donc, ce cousin qui est venu m'a dit, écoutez, vous n'avez pas résisté, le mieux c'est de partir. Donc, on s'est préparé pour partir. On a dit, alors là, on ne va pas partir ensemble en vague. Il y en a qui vont partir en 1, 2, jusqu'à ce qu'on va se rejoindre à la rivière de Rusizi. Mais en partant, il y avait déjà, on trouvait des morts dans la rue, et donc c'était trop tard pour pouvoir traverser. On a eu la chance de se retrouver là-bas, et comme on avait une ferme là-bas vers Rusizi, on savait comment y aller, on nous avait dit de se retrouver à notre ferme. Et en arrivant là-bas, il y avait des Congolais qui étaient là déjà près.
et qui avait négocié déjà avec ma famille en avance et que quand ça se passe mal, qu'ils vont pouvoir nous aider à traverser la rivière. La plupart des membres de la famille qui étaient là, on a pu traverser. Et en arrivant au Congo, quelques jours après, euh, il y a le commissariat qui a amené un mandat d'arrêt contre mon père en disant que comme il avait des fermes dans la vallée d'Oxizi, vers Kamanyola, Luvungi, vers Uvira, on dit, mais cet homme a beaucoup de vaches qu'il a volées au Rwanda, et ce n'est pas ses vaches, c'est les vaches de Hutu qu'il a volées, et donc il doit être arrêté. Et c'était signé par le préfet de Tiangougou, Bagambiki, Emmanuel, apparemment, et donc mon père s'est fait arrêter. Et, apparemment, il a négocié, il a donné un petit peu d'argent et on l'a laissé sortir. En sortant, il a dit, vous savez, on n'est pas à l'abri et il faut qu'on puisse aller en Tanzanie. On avait conseillé les policiers congolais que c'était mieux de quitter cette zone. Et il a pris mes deux sœurs, il les a emmenées à Bukavu. Il y avait une communauté de sœurs religieuses, il y avait des Rwandaises dedans, et qui les connaissaient un peu. Et il a confié mes deux sœurs aux religieuses. Il est revenu, on devrait partir. Et j'étais souvent avec lui, c'est un géant, il avait environ 2,18 m. Et moi j'étais petit, il marchait vite et moi je courais derrière lui. Et on est sorti, il y avait un endroit où on allait se baigner. Dans les montagnes, il y avait de l'eau chaude et de l'eau froide qui se croisaient quelque part. Et on est allé se baigner. Il m'a dit, mais tu sais, on m'a conseillé de partir, mais non. Il m'a dit, agasozi kakwatse amaraso moyakarenza. Et le même soir, on s'est fait attaquer là-bas. Il y avait, dans la nuit, il y avait des militaires rwandais qui parlaient le Kinyarwanda. Il y avait des militaires congolais dedans qui parlaient le Lingara. Et ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer. Et moi et mon petit frère, il y a une porte, et on dormait dehors par terre sur une natte. Et il y a des briques qui sont tombées sur nous et à lancer des grenades. Et une porte qui est tombée aussi sur nous. Donc ils marchaient sur nous pour chercher, ils ont trouvé mon père. Je me souviens qu'il a dit, c'est un militaire congolais qui est arrivé en avance, qui a dit, qui a demandé de l'argent. Et à Lingala. Et mon père qui a répondu, qui a dit, vous n'êtes pas venu pour l'argent. Et tout de suite, les Rwandais qui sont entrés dans la maison, et mon père a reçu des coups de machette et ma mère qui essayait de sortir de la maison. En sortant, elle a eu des coups de machette et de couteau et elle est hurlée. Et nous, on restait sous la porte. Donc, la chance. Après, il y a eu un coup de feu. Ils ont tiré sur mon père. Et là où on dormait, il y a le sac qui courait par terre là où on était. Je pense que c'est une odeur qui m'a jamais quitté. Des fois, la nuit, je me réveille et encore je sens cette odeur. C'était l'odeur forte.
et le sang qui était chaud, qui coulait là où on dormait. Quelques minutes plus tard, 1 heure, presque 1 heure, je crois, c'était vers 1 heure, 2 heures de la nuit. Ma mère qui est revenue, qui a dit, j'espère que mes enfants sont encore vivants. Et là, mon petit frère qui avait 5 ans, qui ne me lâchait pas, qui m'avait attrapé. Moi, je voulais sortir et j'appelais mon père. Et mon petit frère qui m'avait attrapé, qui ne me lâchait pas. Et donc, quand ma mère est revenue, et on est sorti de là, et elle nous a vus, et après elle est tombée par terre. En tombant par terre, les voisins congolais ils sont venus, donc c'est eux qui nous avaient hébergés, ils avaient donné une maison. Ils l'ont amené ma mère à l'hôpital. L'hôpital était en Pérou, il n'y avait pas d'infrastructure là-bas. Je pense que c'était environ plus de 15 km à pied. Et nous, il y a des Rwandais qui étaient dans cette région aussi, réfugiés qui sont venus. Et on a enterré mon père là-bas rapidement et on est parti. Et 2, 3 jours, les gens qui nous avaient récupérés, ils nous ont dit, et pour votre sécurité, maintenant le HCR a monté un cas de réfugiés pour vous mettre tous ensemble et comme ça, il faut pouvoir vous protéger mieux. Et là-bas, on a resté quelques jours et puis on nous a ramenés au Rwanda. En nous ramenant au Rwanda, et c'était compliqué. On n'avait plus de maison, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'adultes. C'était difficile. Et on ne savait pas si ma mère allait aussi survivre, mais on a eu la chance et elle est revenue. On a vécu quelques années ensemble, après elle est morte. Et quand on parle de ce génocide, je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a la négation de ce qui s'est passé, alors qu'on l'a vécu, et surtout quand ils trouvent que c'est des pays qui ont déjà quand même devraient être assez intelligents pour comprendre et pour éduquer le futur. Et si tu trouves que c'est déjà des adultes qui étaient au Rwanda, je suis allé assister il n'y a pas longtemps dans une conférence d'un général français qui était à l'armée, qui s'appelle Jacques Hogar. Et il parlait dans l'introduction à l'université de Sciences Po à Lyon, il disait, mais vous savez, il a décrit les Tutsis comme on nous décrivait avant. Il a dit, c'est les gens qui sont très dangereux dans la région, qui sont fins. Donc, en parlant, moi, là où j'étais dans la Saoudie, alors là, je pense qu'il va voir que je fais partie de ces gens. Hein. Mais j'étais allé juste pour comprendre comment aujourd'hui on parle de ce génocide. J'ai eu le courage de me lever quand ils nous ont donné le temps de poser des questions. J'ai dit, vous avez dit que vous étiez capitaine, et que vous étiez au Rwanda, que vous n'avez rien fait, que vous avez sauvé les gens. Je pense que peut-être que c'était individuel, que ce n'était pas l'armée française en général. Je pense qu'il y avait aussi, comme partout, des gentils et des méchants, je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, il disait comme il ne regrette rien, qu'ils n'ont rien fait. Je lui ai dit, mais nous, on était là. Hein? On a vu quelques individus quand on est rentré au Rwanda, comme en fait en rentrant, on croisait les milices rwandais et des militaires qui les accompagnaient comme ils fuyaient vers le Congo. Nous, en rentrant au Rwanda, et les gens aussi dès l'entrée, fuyaient vers le Congo. Donc, on a croisé. Donc, à part les gens comme ça, et qui maintenant qui sont dans la négation, il n'y a pas eux, il y a
dans notre région, donc Kivu maintenant, il y a le génocide contre les Tutsis qui sont au Congo, des Banyamulenge que je connais, qui ont partagé en fait, la même vue des pasteurs déjà qui avaient des vaches et qui vivaient là-bas dans cette plaine d'Orusizi depuis longtemps, dans la vallée d'Orusizi. Et je trouve que est-ce que le monde évolue, hein? Si aujourd'hui on peut même pas dénoncer ça, hein? Est-ce qu'il y a vous peut-être qui êtes ici, qui faites partie des décideurs ou qui, qui avez la chance de les rencontrer de temps en temps, l'ONU, est-ce que l'ONU dénonce ça? Est-ce que l'organisation internationale, hein, et est-ce qu'au moins vous arrivez à leur dire que ça, que c'est quelque chose à ne pas faire aujourd'hui, hein, à ne pas répéter, hein? So never again, so plus jamais qu'on parle tout le temps, alors que ça se passe encore aujourd'hui. Bref, je sais que des rescapés comme moi, et puis que l'État rwandais a fait beaucoup pour qu'on continue à se battre, à, à, à nier cette négation du génocide, donc la négation de cette négation du génocide. Et, et je sais aussi qu'il y a des pays amis aussi qui ne tolèrent pas ça. Et tous ensemble, j'aimerais bien qu'on continue à être solidaires pour combattre ces idées négationnistes. Je remercie tout le monde, surtout ceux qui sont ici avec nous, ceux qui sont au Rwanda, tous les rescapés et leurs amis et les familles qui commémorent au Rwanda, qui est partout dans le monde. Et en terminant, je voulais aussi encore remercier une femme formidable qui est ici avec nous ce soir. J'ai lu son bouquet et son titre était Rwanda means universe. Le Rwanda signifie l'univers. C'est l'esprit, on a grandi dans cet esprit. On disait que partout où nous sommes, c'est au Rwanda. Donc, le Rwanda d'ici reste solidaire, reste fort pendant ces moments difficiles et à l'avenir pour continuer à commémorer ensemble, pour continuer à vivre ensemble. Et de toute façon, on n'a pas de choix. On va vivre ensemble. Si on ne nous a pas exterminés en 1994, c'est pas ici qu'on va pas pouvoir survivre. Je pense que ici, c'est encore beaucoup plus facile. Au Rwanda, encore facile. Je vous remercie beaucoup.